7 heures à Libreville au Gabon. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information matinale sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Justice, en vertu de ce journal au Burundi, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a annoncé hier lundi l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015. Evan Bala s'en fait l'écho. La procureure de la Cour pénale internationale, après avoir examiné des rapports faisant état de meurtres, d'emprisonnement, d'actes de torture, de viol et autres formes de violences sexuelles, a conclu que ces actes semblent relever de la compétence de la Cour. Dans un communiqué, cette dernière déclare suivre de près depuis avril 2015 la situation au Burundi et ajoute avoir exhorté à plusieurs reprises toutes les parties impliquées à ne pas céder à la violence. Fatou Bensouda prévient que les personnes qui commettraient des crimes relevant de la compétence de la CPI pourraient être tenues responsables à titre individuel. Selon elle, un examen préliminaire sert à déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Elle précise également que son rôle est d'analyser en particulier les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice. Installée à La Haye, la CPI est compétente pour poursuivre des auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis depuis le 1er juillet 2002. Rappelons qu'au total, 123 États dont le Burundi à ce jour ont adhéré au statut de Rome. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 à un troisième mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année au terme d'une élection controversée. Au Burkina Faso, un audit rendu public ce week-end, condamné par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré ayant mobilisé 120 auditeurs pendant 2 mois, accuse le gouvernement de transition Burkina d'être coupable de mauvaise gestion. Plus de précisions dans ce reportage de Marielle Biogou. Axé sur la gestion de la commande publique durant la transition au Burkina et diligenté par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ce rapport pointe de nombreuses irrégularités. On peut citer entre autres le recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques, le non-respect de la réglementation des achats publics dans l'exécution de la commande publique dans l'administration publique durant la transition. Cet audit a également révélé que durant cette transition, le gouvernement a massivement eu recours à des procédures en violation de certains textes. 63,1 milliards de francs CFA, soit 55,33% du montant total de commandes publiques passées pendant cette période, ont été faites sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints. Le rapport accuse nommément l'ex-premier ministre de la transition Zida et 18 membres de son gouvernement, des membres de leur famille, de s'être fait attribuer des parcelles dans le quartier chic de Ouaga 2000, au sud de la capitale, en violation flagrante des textes. Outre l'acquisition irrégulière des parcelles, ce dernier est aussi soupçonné d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Commandé par le président élu Roch-Marc Christian Kaboré et ayant mobilisé 120 auditeurs pendant 2 mois, cette enquête a visé la période du 1er janvier 2015 au 28 décembre de la même année, date de démission du gouvernement de la transition. Parlons de politique à présent. D'abord en Guinée équatoriale, le ministre de l'Intérieur a déclaré que le président Obiang Nguema est largement favori et est en tête dans la quasi-totalité des régions du pays. Les résultats définitifs seront donnés jeudi prochain. Retrouvons une fois de plus Evan Bala. Aucun incident ni débordement n'a été signalé pendant la journée, avec un scrutin encadré de près par les forces de sécurité jusqu'à la fermeture des bureaux de vote à 18 h. Ce scrutin devrait voir la réélection de Teodoro Obiang Nguema au pouvoir depuis 1979 face aux 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée. Dans l'ensemble, partout, les candidats du Parti démocratique de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbazo, est très avancé par rapport les 6 autres candidats, parce que presque il n'obtient presque rien au niveau de sa circonscription électorale. Selon la procédure équato-guinéenne, les électeurs n'ont pas déposé eux-mêmes leur bulletin dans l'urne, mais les confié au président du bureau, qui se chargeait de le glisser dans l'urne. Rappelons que le régime actuel est régulièrement dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa répression des opposants, des organisations indépendantes de la société civile et des médias, ainsi que pour l'ampleur de la corruption. Enfin, les résultats sont attendus jeudi
Et à côté de cela, rappelons qu'à la dernière présidentielle en 2009, M. Obiang Nguema, doyen des chefs d'État africains par la longévité au pouvoir, avait obtenu 95,37% des suffrages. Juste à côté au Gabon, la province de l'Oguelolo a vibré le week-end au rythme de la célébration du 48e anniversaire du PDG en différé, une mobilisation effective des militants de ce parti de masse, mais aussi des partis amis, Patricia Lidi-Mollet, Guy Martial, Raponeste. PDG oyez! PDG oyez! Le CDI Paul Kouya de Koulamoutou plein à craquer avec cette mobilisation monstre des militants, sympathisants et partis amis du PDG. L'occasion était propice, le 48e anniversaire du Parti démocratique gabonais en différé dans la province de l'Oguelolo, cette province au bord de la Bouenguidi où ce grand parti prend sa source. Tout le décor était planté pour que le membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Blaise Louembé, soit présenté aux populations couloises. Des motions de soutien pour les projets mis en œuvre par le président du Parti démocratique gabonais. Marquons notre indissoluble attachement à la politique ambitieuse, courageuse et pragmatique du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Affirmons sans embâche notre fidélité sans partage au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et à sa vision de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Réaffirmons notre indéfectible attachement à l'œuvre de construction nationale entreprise par Ali Bongo Ondimba. Nous venons du haut de cette tribune et dans cette salle du CDI Paul Kouya réaffirmer notre ancrage à la majorité républicaine pour l'émergence. Blaise Louembé a saisi ces instants pour remercier les autorités de sa formation politique qui l'ont hissé à de nouvelles responsabilités. Des responsabilités politiques importantes et lourdes de conséquences que j'entends pleinement assumer. Et c'est de cette tribune, à l'occasion de la célébration différée du 48e anniversaire de notre parti, que j'exprime ma profonde et sincère gratitude au distingué camarade président du parti pour avoir jeté son dévolu sur ma modeste personne. Le membre du comité permanent du bureau politique compte par ailleurs poursuivre l'œuvre avec l'appui des militants et sympathisants de son parti. Il me plaît énormément de travailler avec vous pour continuer l'œuvre commencée par les anciens à qui je rends un vibrant hommage. Nous sommes comptables et dépositaires de notre histoire, de l'histoire du PDG. Nous sommes la souche et le berceau du parti. Et nous sommes dépositaires de notre histoire, de l'histoire du PDG. Nous sommes la souche et nous sommes le berceau du parti. Et donc le lieu hautement symbolique à partir duquel ce parti ne saura être fragilisé. N'en déplaise à tous ceux qui souhaitent le contraire. Blaise Louembé compte sur le militantisme légendaire et la fidélité de tous les militants du PDG de la province de l'Oguelolo pour dynamiser la vie du parti au niveau local et national. Direction le Maghreb, précisément la Libye, où le gouvernement d'union nationale libyen a pris lundi le contrôle du siège du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un pas supplémentaire pour asseoir son autorité dans ce pays livré aux milices et aux pouvoirs rivaux. Maria Biogou pour les précisions. Le gouvernement d'union nationale poursuit sa prise de contrôle des ministères dans la capitale libyenne Tripoli. La délégation gouvernementale est conduite par le ministre d'État du gouvernement d'union, Mohamed Amari. Aujourd'hui, et avec l'aide de Dieu, nous avons pris le contrôle du siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Il s'agit d'un ministère très important, comme vous le savez. Hier, nous avons pris le contrôle des sièges des ministères des Transports, des Affaires sociales, de l'Habitat, de la Jeunesse et des Sports et de la gouvernance locale. Dès que les ministres auront prêté serment, ils pourront prendre leurs fonctions à l'intérieur des ministères. Mohamed Amari a procédé à la signature de documents administratifs au siège du ministère au nord de Tripoli, une mesure qui renforce le contrôle des nouvelles autorités sur les rouages de l'État. Pour sa part, le Conseil d'État libyen, la plus haute instance consultative issue de l'accord politique parrainé par l'ONU, a pris ses fonctions et tenu sa première réunion vendredi dans les locaux de l'ex-Parlement à Tripoli.
si sa légitimité n'a pas encore été consacrée par un vote du Parlement reconnu par la communauté internationale installée à Tobrouk. Le gouvernement d'union s'est toutefois autoproclamé en mars sur la base d'un communiqué de soutien d'une centaine de parlementaires. Restons dans le nord de l'Afrique, en Égypte, pour le 25 avril, jour commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. Une cinquantaine de personnes ont manifesté hier lundi au Caire contre le gouvernement égyptien. Et ces manifestations, interdites la veille par le président Abdel Fattah al-Sisi, ont été réprimées par les forces de sécurité. Retrouvons une fois de plus Mariel Biogou. Ce 25 avril a été commémoré en Égypte sur fond de riposte populaire. Une cinquantaine de personnes a en effet manifesté au Caire contre le gouvernement égyptien et a été dispersée par des jets de pierre et des grenades lacrymogènes de la police. C'est un appel à manifester des mouvements laïques et de gauche contre la politique du gouvernement sur fond de colère après la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie saoudite, qui a pris effet ce lundi. Malgré l'interdiction stricte de manifester énoncée la veille par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce dernier a en effet donné ordre à la police de protéger la sécurité et la stabilité des institutions. Les forces de sécurité ont donc bloqué dans la matinée l'accès à 3 quartiers où les manifestations devaient avoir lieu malgré les interdictions et ont arrêté depuis 4 jours des dizaines de leaders de jeunes opposants, d'avocats et d'organisations de défense des droits de l'homme. Les forces de sécurité ont immédiatement procédé à des arrestations de journalistes notamment, et certains ont rapidement été remis en liberté après vérification de leur carte de presse. Cette journée commémorative sous tension vient montrer une fois de plus le bras de fer qu'il y a entre les autorités égyptiennes et les leaders de la société civile. Au Soudan du Sud, la tête inclinée en signe de recueillement, des centaines de Sud-Soudanais ont prié pour la paix à Juba à la veille du retour prévu du chef rebelle Riek Machar dans la capitale, un retour censé aider le pays à sortir de 2 années de guerre civile. Des détails dans ce reportage. Nous espérons que Dieu nous apportera la paix. Il y a eu assez de combats. La guerre n'est pas ce à quoi les gens pensaient devoir faire face lorsque nous avons obtenu notre indépendance en 2011. Telle est la prière de Joseph Ndeng, fonctionnaire de 34 ans lors d'une messe protestante à la paroisse Emmanuel, une église de la communauté Dinka de Juba. Après une semaine de report sur fond de querelles au sujet des armes amenées par la garde rapprochée de M. Machar, Juba a finalement donné son feu vert samedi au retour de celui qui doit devenir, selon les termes d'un accord de paix, le vice-président du pays et former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. Riek Machar a été autorisé à prendre ce lundi un avion au départ de Gambela avec 195 hommes transportant au total 20 mitrailleuses et 20 lance-roquettes en plus de leur AK-47. Selon une source gouvernementale, les services de sécurité ont émis l'autorisation samedi, mais ont précisé qu'aucun vol ne serait possible avant lundi, notamment en raison de travaux de maintenance à l'aéroport de Juba. Rappelons que la situation est d'autant plus tendue à Juba que, conformément à l'accord de paix, la rébellion y a récemment fait venir 1370 soldats et policiers armés qui font désormais face à 3420 hommes de l'armée gouvernementale. Le reste des troupes gouvernementales et rebelles n'est pas autorisé dans un rayon de 25 km autour de la capitale. Une note d'économie dans ce journal. Le Mozambique a reconnu avoir dissimulé plus d'1 milliard de dollars de dette au Fonds monétaire international. Et cet aveu intervient après que le FMI ait menacé de suspendre son aide au pays qui lui avait caché l'existence de ces dettes. Mariel Biogou. Les autorités mozambicaines ont reconnu qu'un dépassement d'un montant d'1 milliard de dollars de dette externe garantie par le gouvernement n'avait pas été dévoilé au fond. C'est la déclaration faite par Michel Lazare, chef de la mission du Fonds monétaire international au Mozambique. Cet aveu, salué par l'institution financière mondiale, marque un tournant décisif dans la restauration de la confiance entre les deux parties. Le FMI avait en effet menacé de suspendre sa collaboration avec le Mozambique suite à ces révélations compromettantes pour le pays.
Cet aveu intervient après une rencontre la semaine écoulée entre le Premier ministre mozambiquais Carlos Agostinho de Rosario et la directrice du FMI Christine Lagarde. Le Fonds et le Mozambique vont continuer de travailler ensemble de façon constructive pour évaluer les implications macroéconomiques de la révélation de cette information et identifier les étapes pour consolider la stabilité financière et améliorer la gouvernance et la supervision des entreprises publiques, a indiqué Michel Lazare. En décembre 2015, le FMI avait en effet octroyé au Mozambique une ligne de crédit de 282,9 millions de dollars versée par tranches successives en contrepartie de mesures économiques. Une première partie de ce prêt avait aussitôt été débloquée pour aider le pays à faire face à la chute des cours des matières premières qui plombait ses recettes. Parlons de santé à présent. La journée mondiale du paludisme a été célébrée hier 25 avril au Gabon sous la thématique retenue cette année par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir en finir définitivement avec le paludisme. Eva Mbala s'en fait l'écho. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré la journée mondiale du paludisme sous le thème « En finir définitivement avec le paludisme ». Les activités se sont tenues à Libreville sous la présidence du premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, Paul Biyo Guimba. Oui, il faut en finir définitivement parce qu'en effet, le paludisme est l'une des maladies les plus mortelles dans notre pays. C'est la première cause de maladie au Gabon, devant le VIH-Sida et les autres maladies. Au Gabon, pour mieux contrôler cette maladie, l'État a mis en place, depuis quelque temps déjà, un programme national de lutte contre le paludisme dont la mission principale est d'assurer la couverture universelle de toutes les interventions de lutte contre cette maladie sur tout le territoire national. L'événement a rassemblé les hauts cadres du gouvernement gabonais, le représentant de l'OMS et de Total Marketing, mais aussi des élèves et des habitants de la commune d'Akanda. Au Gabon, le paludisme demeure encore la première cause de mortalité dans toutes les tranches d'âge et constitue la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Notons que le taux de mortalité du paludisme au Gabon oscille entre 31 et 71%. Toujours en rapport avec ce sujet, l'an dernier, 500 millions de cas ont été recensés alors que le taux de mortalité a baissé de 60% en 15 ans et que le nombre de nouveaux cas a baissé de 40% sur la même période. Et à Lagos, capitale économique du Nigeria, l'ONG Development Africa propose des diagnostics rapides et sensibilise la population sur les moyens de prévention de la maladie transmise par les moustiques. Judith Koendo pour les précisions. À Lagos, capitale économique du Nigeria, l'ONG Development Africa propose des diagnostics rapides et sensibilise la population sur les moyens de prévention de la maladie transmise par les moustiques. Aujourd'hui, nous avons fait du porte-à-porte pour distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans différentes maisons. Ce genre de choses n'a pas de coût quand elles sont correctement utilisées par les habitants et elles permettent d'éviter de futures crises de paludisme. Au Sénégal, les autorités ont fait de réels efforts pour faire chuter le nombre de cas de paludisme. Le président Macky Sall en a fait une priorité depuis son élection en 2012, mais dans le pays comme dans la sous-région, la lutte est loin d'être terminée. Au total, 500 000 cas ont été répertoriés en 2015 et plus de 500 personnes sont mortes de la maladie. Le paludisme, infection parasitaire transmise par des moustiques femelles, les anophèles, continue de faire des ravages. Aucun vaccin n'existe pour le moment et ce fléau frappe particulièrement le continent africain. Dans son rapport annuel, l'Organisation mondiale de la santé, si elle salue les avancées constatées, rappelle qu'en 2015, 88% des cas de paludisme, 9 décès sur 10 sont survenus en Afrique subsaharienne. Et puis une note d'éducation dans ce journal. Depuis hier et ce jusqu'au 29 avril se tient à Libreville la 57e session ministérielle du COFMEN, une conférence sur l'éducation qui verra la participation de plusieurs pays de la sous-région et d'ailleurs, Roland Diakou s'en fait l'écho. Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce lundi la 57e session ministérielle du COFMEN, conférence des ministres de l'Éducation nationale à l'hôtel Nomade.
Conférence pendant laquelle il sera question jusqu'au 29 avril prochain de l'ouverture et la constitution du bureau, de l'adoption de l'ordre du jour et du calendrier des travaux, des points suivis par la présentation du rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2015, la présentation des observations sur le rapport des commissaires aux comptes et l'état de mise en œuvre du plan de recouvrement des arriérés des contributions, l'adoption du rapport du manuel des procédures de la Confemène, la présentation des grands axes du projet du plan d'action 2017-2018 de la Confemène et son projet de budget meubleront également cette conférence. Cet organisme qui a pour mission d'informer ses membres sur l'évolution des systèmes éducatifs et les réflexions en cours, de nourrir la réflexion sur des thèmes d'intérêt commun en vue d'actions à mener en coopération, d'animer la concertation entre ministres et experts afin d'élaborer ces positions communes et formuler des recommandations pour appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation est la première institution de coopération stratégique en éducation que les pays francophones ont mise en place dès 1960. Ce choix traduit clairement que l'éducation et la formation ont toujours été une priorité pour la francophonie. Encore un hommage dans ce journal au roi de Molokai, Papa Wemba, dont le décès affecte le continent Kinshasa où l'émotion est grande. Et suite au décès de l'artiste Sofemua à Abidjan, sa demeure a été envahie par plusieurs connaissances et fanatiques. Retrouvons une fois de plus Roland Diakou sur les images de Juc Africa. Alors que la capitale ivoirienne se prépare au rapatriement du corps de Papa Wemba, la tristesse a pris ses quartiers au cœur de la famille de l'artiste à Kinshasa, où le domicile du fondateur de l'orchestre Viva la Musica a été pris d'assaut par de nombreux Quinois venus témoigner leur soutien à la famille éplorée. Je ne connais rien au sujet de cette mort. À ce que je sache, personnellement, mon frère Papa Wemba se trouvera en Europe pour des soins médicaux. Je ne savais pas qu'il serait déjà à Abidjan pour chanter ou travailler. Je suis très étonnée. Le souvenir d'un grand artiste, un musicien de renommée internationale, que tout le monde doit pleurer aujourd'hui, que toute l'Afrique doit pleurer, que le monde de la musique sur le plan planétaire regrette son départ. Depuis l'annonce de la mort du roi de la rumba congolaise dans les rues de Kinshasa, les Congolais pleurent leur héros. Non, mais j'ai de très bons souvenirs de Papa Wemba, parce qu'à l'époque, j'étais encore élève. Et l'une de ses chansons, c'était la chanson Mère supérieure. Qui a fait la pluie et le beau temps dans la ville et un peu partout dans le pays. Il était très gentil, ce grand frère du quartier. Il ne faisait pas de distinction car dans le quartier, il saluait tout le monde et avec un grand respect. Vraiment, le plus grand souvenir que nous gardons de lui, ses chants. Je suis l'une de ses fanatiques. À Abidjan, le comité d'organisation organisera une grande veillée artistique en hommage aux musiciens mercredi soir. Les autorités ivoiriennes ont annoncé un soutien à la famille. Aujourd'hui, l'émotion est très vive dans le monde de la musique et en Afrique. Et pour finir, dans le cadre du 7 ans plus du journal de 20h d'hier, Marielle Biogou était l'invitée et avec elle, il était question du Burkina Faso où un Audi ayant mobilisé 120 auditeurs pendant plus de 2 mois accuse le gouvernement de la transition d'être coupable de mauvaise gestion. L'entretien, c'est juste après ces transitions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roland Diakou. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors Marie, vous avez fait état du rapport de l'audit sur le gouvernement de transition au Burkina Faso. Alors pouvez-vous revenir sur les principales révélations de ce rapport? Effectivement Roland Diakou, il faut dire que les principales révélations de ce rapport sont de plusieurs ordres. Mais on va s'appesantir sur quelques-unes d'entre elles. On a notamment ces décaissements pour appel d'offres qui ont été faits durant cette période de transition. Il faut rappeler, ce rapport a été fait de la période de janvier à décembre 2015. Donc, ces décaissements qui ont dépassé le plafond prévu par l'UEMOA de 15% et qui sont allés jusqu'à 55,33% du montant total des commandes publiques passées pendant cette année. Et il se levait ces décaissements à 63,1 milliards de francs CFA. C'est énorme, Roland Diakou, parce que finalement, ces commandes qui ont été faites sur la base du gré à gré ou en tente directe ont pour conséquence des risques élevés de corruption et d'enrichissement illicite. Parmi les révélations, il y a également ces membres du gouvernement de Kafando qui ont été cités, notamment l'ancien Premier ministre Isaac Zida, notamment dans l'affaire de l'acquisition de parcelles dans le quartier chic de Ouaga 2000. Il y a donc plusieurs membres de gouvernement avec Isaac Zida qui ont été cités dans ce rapport. Et justement, Marielle se rend compte que ce rapport vient une fois de plus éclabousser le général Isaac Zida qui était d'ailleurs ancien Premier ministre de la Transition. Effectivement, Marie-Angèle Mono, ce rapport vient éclabousser
Kaboussé Isaac Zida une fois de plus parce que finalement, hormis le fait qu'on lui reproche l'attribution de ces parcelles dans Ouaga 2000, il faut également rappeler que l'ancien Premier ministre a évoqué en ce début du mois qu'il renonçait à ces parcelles avec son épouse. Donc, il avait fait comme une sorte de... Il voulait se blanchir de cette affaire qui lui a causé d'énormes problèmes à Ouagadougou. Il y a également que le Premier ministre est poursuivi depuis la fin de la transition. Il y a plusieurs chefs d'accusation qui lui sont reprochés, notamment celui de la gestion opaque d'un fonds de 1,3 milliard de francs CFA Marie-Angèle qu'il a créé sous le chapitre du budget militaire et qu'il a domicilié dans une banque de la place. Donc vous voyez que tous ces faits ajoutés aux faits qui lui sont reprochés dans son rapport ne font qu'empirer la situation de M. Isaac Zida qui ne se trouve pas actuellement au Burkina Faso. Une situation encore qui vient là empirer les choses parce que finalement la justice le poursuit et on attend que son retour à Ouagadougou pour éclaircir un certain nombre de choses, mais on voit qu'il ne fait que repousser son retour. Alors, Marie Biogou, très rapidement, ce rapport intervient 4 mois après l'investiture du nouveau président Berkelame, notamment remarque Christian Kaboré. Peut-on considérer comme un pas vers la résolution de certains dossiers? Effectivement, Roland Djakou, parce que nous voyons là que quand Christian Kaboré prend les rênes du Burkina en décembre dernier, il fait de la lutte contre la corruption un de ses chevaux de bataille. Et on voit là qu'il a également promis de faire la lumière sur plusieurs dossiers qui sont restés longtemps sans suite, notamment la mort de Thomas Sankara. On voit également le putsch raté de septembre dernier où on a vu la justice burkinabé émettre un mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, voilà, Guillaume Soro. Et aujourd'hui, on voit les résultats de cette enquête coordonnée par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption au Burkina à la demande du président de la République. Tous ces faits ne peuvent que contribuer à faire croire à l'ensemble de la communauté internationale et à l'ensemble des observateurs que les autorités de Ouagadougou ont envie d'emmener les populations vers une sorte de justice, vers une justice qu'on avait déjà perdue et qu'on aurait... À l'instant, c'était le 7 en plus du journal de 20h d'hier où il était question du Burkina Faso, notamment de cet audit accusant le gouvernement de la transition d'être coupable de mauvaise gestion. Eh bien, c'est sur cet entretien que se referme cette édition d'information matinale. Prochain rendez-vous 9h. Bonne journée à toutes et à tous.